Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Yohan Ancel, un entrepreneur passionné de danse avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la publicité et de la production audiovisuelle. Il dispose d'une base de données de plus de 1000 danseurs à travers le monde et a une connaissance approfondie de leur créativité et de leurs valeurs. Yohan a également accompagné plus de 15 marques dans des secteurs variés, leur permettant d'accroître leur visibilité grâce à la puissance de la danse. Sa mission est de mettre en avant les marques par l'intermédiaire du talent et la créativité des danseurs et inversement. Convaincu que les danseurs et leur unicité peuvent toucher les cœurs et les esprits. Salut Yohan. Salut Maïwenn. Comment tu vas ? Ça va très bien, je suis très heureux d'être là. Pareil, très contente de t'avoir à mes côtés et de t'accueillir sur cet épisode. Eh bien écoute, pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à consacrer ta vie professionnelle aux danseurs ? Je vais pas remonter au collège à Paris, mais je vais commencer à mon école publicitaire à Lille, où j'ai appris les rudiments de la création publicitaire. Je suis devenu concepteur-rédacteur et j'ai passé 9 ans en agence de publicité, l'agence Young & Rubicam, qui a été renommée depuis. Et là-bas, j'ai répondu pendant donc 9 ans à des briefs publicitaires. Donc j'aidais les marques à trouver des films, à trouver des campagnes print, donc affichage, et des campagnes sur Internet. Et en parallèle, dès 2013, j'ai commencé à filmer, photographier des danseurs sur mon temps libre, à aller faire de la captation de battle, E-Lest Battle, Fusion Concept, les débuts, et plein d'autres battles qui se lançaient à ce moment-là. Et finalement, en 2017, je cherche une porte de sortie parce que je ne m'épanouis plus en agence de pub. Et ma porte de sortie se révèle être Red is Dancing. Je trouve une vidéo sur Internet qui s'appelle Paris is Kissing, qui parlait donc une vidéo de danse après les attentats de Paris pour montrer que Paris est encore la ville de l'amour. Et je me dis, mais qui est la personne derrière ça ? Je me rends compte que c'est M6, mais qu'il y a un mec derrière qui s'appelle Reda Medjelek. Et donc, je le contacte directement sur les réseaux sociaux. Et je lui dis, il faut qu'on se rencontre. Ta vision de la danse et la manière de l'utiliser pour raconter des histoires me plaît. Et donc là, je me retrouve chez Red is Dancing. Et Red is Dancing, j'y reste de 2017 à il y a très peu de temps. Donc j'en suis parti là le 1er juillet pour me lancer dans mon aventure perso. Je reste au contact des danseurs, je reste convaincu que les danseurs sont l'avenir pour moi de la communication. Et donc c'est pour ça que j'ai dédié mes 5-6 dernières années à les mettre en avant et à les faire travailler. Et je vais continuer parce qu'il y a de la place pour eux. Et voilà, je serai l'intermédiaire. Et il y a aussi de la place pour toi, pour être leurs intermédiaires, notre intermédiaire. Et justement, on sent que tu es hyper passionné par la danse. Et qu'est-ce qui te passionne le plus dans le monde de la danse, de la communication ? Et quels seraient pour toi les liens entre les danseurs et la communication ? Ce qui me passionne le plus dans la danse, c'est les danseurs. Évidemment. En fait, c'est la... Je remonte à peut-être... là, je vais remonter au lycée, mais... et puis ensuite la fac. Et donc, j'adorais l'économie, j'adorais la sociologie. Et donc, j'ai envie toujours de comprendre ce qui se cache derrière l'économie, ce qui se cache derrière aussi l'art. La sociologie, c'est ça, c'était pour comprendre les comportements humains,
ethnologie aussi, donc comprendre pourquoi les gens se comportent comme ça, capter les personnalités, les personnes derrière la pratique, derrière le fait d'être danseur, il y a un humain. Il y a un humain qui réagit de manière différente aux stimuli, à ce qui se passe autour de lui, à la musique, à l'opposition qu'il a en face de lui quand il est en battle, à la scène. Et donc c'est tout ça qui m'intéresse chez les danseurs, c'est comprendre la personne qu'il y a derrière. Et c'est ce qui me passionne. C'est con, et pardon, désolé, j'ai été vulgaire là, mais il m'arrive souvent en battle, il m'arrive toujours souvent de regarder parfois un danseur quand il ne danse pas. Donc après un passage, parfois je quitte des yeux celui qui est en train de danser en face et je regarde le danseur qui ne danse plus et voir son attitude, voir comment là il est en train de gérer la récupération, comment il est en train de gérer la pression qui monte parce que c'est bientôt à son tour de passer. Est-ce qu'il a besoin du soutien de son crew, de son équipe derrière? Est-ce qu'il est focus? Est-ce qu'il regarde l'adversaire qu'il a en face de lui? Tout ça, c'est des petits indices qui, moi, me passionnent parce que ça me permet de comprendre la personne qu'il y a derrière le performeur. Je pense que c'est le plus important parce qu'on danse avec notre cœur et notre âme. Et c'est ce qui nous permet d'être le plus juste possible dans nos mouvements et dans ce qu'on veut exprimer. Parce qu'en fait, finalement, la danse, ça peut aussi être dans le rien. Et ça peut être juste une émotion et une interprétation. Et c'est un peu aussi, j'ai l'impression, ce que tu recherches chez les danseurs. Et quelle est justement ta mission et comment elle se distingue des autres agences de communication? Donc, ma mission, je suis un peu une agence matrimoniale. Donc c'est un vieux terme, c'était avant Tinder, c'était avant tout ça, Bumble et compagnie. En fait, je cherche à marier des marques avec des danseurs. Voilà, c'est ça ma mission. Pour moi, des marques ont une identité de marque, un ADN, et de l'autre côté, des danseurs ont une identité artistique et un ADN. Et donc l'idée, c'est de trouver le mariage parfait, l'union parfaite. C'est ça ma mission, c'est de trouver ce lien pur entre une marque et un danseur. Je sais que c'est mercantile, que ça fait très business, mais moi, c'est ma mission, c'est justement de trouver la bonne union. Les danseurs ont des choses à apporter aux marques. Les marques ont aussi des choses à apporter aux danseurs en termes de soutien financier, mais en termes aussi d'exposition. Et voilà, je sais qu'il y a cet échange est réel et je serai l'intermédiaire, l'interlocuteur. Et j'essaye d'apporter cette vision, pas forcément trop data, où je vais dire, bah voilà, il a beaucoup de followers, du coup, la marque, une grosse marque marche bien avec quelqu'un qui a beaucoup de followers. Non. Pour moi, une grosse marque, c'est d'abord quel message veut-elle faire passer et quel danseur est en accord avec ce message, a les valeurs qui correspondent à cette marque et peut emmener la marque à un nouvel échelon. Et pareil pour le danseur, quelle marque peut l'amener à un nouvel échelon dans la direction que lui a envie de prendre. Et comment tu les trouves justement, les danseurs ? Les danseurs, je les observe. Je suis un mec un peu discret, curieux et je regarde sur les réseaux sociaux par exemple, mais c'est pas là où j'aime vraiment regarder les danseurs. C'est en battle, c'est en sortie de résidence et je cherche en eux leur identité artistique, le chemin, l'endroit où pour moi ils seraient le plus brillants, le plus géniaux en fait. C'est un peu la particularité de ta base de données du coup. Exactement. Okay. Cette base de données, c'est des danseurs qui pour moi m'ont touché, apportent quelque chose, ont une identité artistique à part entière. Et oui, j'essaye d'amener de la subjectivité dans cette base de données. Comme je dis, c'est pas juste quelle taille fait-il ou fait-elle, combien de battles a-t-il gagné, combien de followers a-t-il sur les réseaux sociaux. C'est ce côté ethnologue, sociologue, où tu dis, c'est quoi ce truc imperceptible qu'il y a chez un danseur que je ne retrouverai pas chez un autre danseur. Zico et Dickens sont un duo, mais Zico n'est pas pareil que Dickens. Ce ne sont pas deux humains similaires. Idem pour plein de duos, plein de crews. À l'intérieur, il y a des identités. On peut avoir le même nombre de followers, mais ne pas être la même personne, ne pas avoir la même aura, clairement. Mais en fonction aussi du projet.
Je ne suis pas là pour juger les humains, je suis juste pour les mettre dans des situations dans lesquelles ils vont briller selon moi. Et justement, pour les faire briller, quels critères utilises-tu pour évaluer leur talent? C'est un peu subjectif, tu vois, on parle de subjectivité, pour évaluer leur créativité et aussi leur fiabilité pour intégrer justement la base. Pour la fiabilité, c'est assez facile. Alors, je vais reprendre un truc, c'est que si vous êtes à l'heure, si vous répondez de manière claire aux messages, par exemple, qu'on vous envoie, que vous respectez les gens sur un plateau de tournage ou pendant une répétition, ça vous place déjà au-dessus de 95% des gens du milieu, peut-être de 95% des danseurs. Donc la fiabilité, déjà, c'est ça. Si vous répondez en temps et en heure, c'est déjà un gros avantage par rapport aux autres. Donc ça, c'est pour la fiabilité. Ensuite, pour ce qui est de la partie un peu plus subjective, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher peut-être l'adaptabilité. C'est comment réagir à une situation donnée, à des événements qui vont se produire. Quand je vais voir, par exemple, un danseur en battle et que peut-être que la musique s'arrête d'un coup parce que la sono lâche, est-ce que le danseur baisse les bras et dit « Ah, fais chier » ou est-ce qu'il joue avec ça, il finit son mouvement, ou il joue avec le silence, il prend une pause volontaire. C'est des petites choses comme ça. J'en ai encore des dizaines, mais c'est du très subjectif. C'est comment les gens réagissent à ce qui se passe à côté d'eux, autour d'eux, comment ils réagissent à la pression, comment ils réagissent à la fatigue. Ouais. Et puis, moi, c'est l'art, l'aura, l'art qu'il dégage. Ça peut jouer à... Parfois, c'est bête, hein. Et ça, je vais revenir sur quelque chose que m'avait dit Tricia Miranda, qui est une chorégraphe américaine avec qui j'avais bossé en agence de pub à l'époque, et qui avait dit à des danseurs, une première chose qu'elle leur demandait, c'était « montre-moi ton book ». Et je comprenais pas, je trouvais ça un peu froid, c'est-à-dire on parlait pas de danse tout de suite, on parlait de book, mais parfois ça joue aussi quelle est ton identité visuelle. D'avoir les cheveux bleus, bah, peut-être que c'est un peu plus facile de te placer sur un projet avec une marque qui a envie de quelqu'un qui a avec un look qui sort du lot. Est-ce que ta manière de t'habiller participe aussi à ton identité artistique et à ce que je pourrais mettre en avant sur un projet ou une marque? C'est-à-dire que je n'ai pas vu beaucoup de danseurs, par exemple, faire ça, et je peux comprendre, mais dans un battle hip-hop, freestyle hip-hop, new style par exemple, tu viens en costard cravate et tu fais un passage de fou sur du Kendrick Lamar, ok, je comprends, peut-être il y a une identité, il y a un parti pris, et ça c'est peut-être quelque chose qui pour moi sort du lot, où je me dis ok, tu m'as marqué et tu peux marquer des gens, et donc tu peux être un bon porte-parole pour une marque qui a envie de marquer les gens. C'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais de book. Un book, ça se renouvelle. Ouais. Une base aussi, ça se renouvelle. Ouais. Et comment assures-tu que ta base de données de danseurs reste à jour et pertinente pour les besoins de tes clients? C'est de l'observation, c'est de la curiosité continue, c'est se nourrir des différents battles, différents événements, observer, aller aux scènes ouvertes, aller par exemple au Hippo Dance Club, aller aux sorties de résidence à la Villette, voilà, regarder sur les réseaux sociaux pour continuer à voir les évolutions des danseurs, parce qu'un danseur évolue. Candyman de 2015, c'est pas Candyman de 2016, c'est pas Candyman de 2017, c'est une évolution artistique. Zico de 2015, c'est pas Zico de 2019. Donc continuer à regarder, voir comment l'humain derrière le danseur évolue, et du coup comment le danseur évolue. Et puis je pense qu'il y a aussi nos événements personnels qui nous changent et qui nous font nous mettre un peu en introspection sur nous-mêmes, et qui nourrissent aussi notre danse. Et tout à l'heure, tu parlais de curiosité, de fiabilité, de toutes un peu ces valeurs que tu as. Et est-ce que tu aurais d'autres valeurs fondamentales qui guident ton travail avec les clients et les danseurs? L'empathie. Je trouve que ça manque beaucoup dans l'artistique, parce que souvent on est centré sur soi-même en se disant bah, je montre mon art au monde, mais aussi d'essayer de se mettre à la place des autres et de se dire qu'est-ce qu'eux ont envie de ressentir, qu'est-ce qui pourrait les aider, qu'est-ce qu'ils ont envie de véhiculer comme message. Et quand on essaie de comprendre ça de l'autre, notre réponse est enrichie. Et donc c'est ça que moi j'essaye d'apporter aux marques, c'est de leur dire
ok, je me mets à votre place, je comprends ce que vous avez envie de raconter, ok, et donc maintenant que j'ai compris ce que vous voulez raconter, je peux vous orienter vers le bon danseur, la bonne danseuse. Ouais, c'est ça, c'est l'empathie, et c'est aussi comprendre le danseur, comprendre là où il veut aller, là où il ne veut pas aller, et de lui proposer les projets qui lui rendent service et qui lui rendent hommage. Tout à fait. Et tu parles de projets. Donc comment est-ce que tu assures que les campagnes auxquelles tu participes soient en accord avec ta mission et tes valeurs ? Les campagnes, enfin même pas que les campagnes, ça peut être de l'événementiel, pour des clips, peu importe. Je pose des questions. En fait, c'est que je pose des questions, je me renseigne. Il y a toujours une phase préalable où je discute avec la marque, je discute avec le porteur de projet. Donc en agence événementielle, ça peut être le chef de projet événementiel. En agence de publicité, ça peut être peut-être l'équipe créative, donc le concepteur, rédacteur et le DA et le directeur de création qui ont pensé au film, et de comprendre vraiment quel est le message qu'ils veulent véhiculer, quelles sont les erreurs, les écueils dans lesquels ils n'ont pas envie de tomber. Et donc, en posant ces questions-là, j'ai les réponses qui me permettent ensuite de trouver la bonne formule, de trouver le bon mariage. Et justement, d'assurer aussi quelque part la qualité des prestations. Ah oui, clairement, parce que la qualité dépend beaucoup de la compréhension de base du projet, et ensuite, évidemment, l'exécution artistique. Je ne suis pas chorégraphe, donc je vais faire appel à des chorégraphes. J'ai des connaissances en direction artistique, mais si besoin, je m'épaule d'un directeur artistique pour donner une esthétique au projet et une direction claire, précise. Mais voilà. Tu nous parles justement de direction, de projet, de directive. Tout à l'heure, tu parlais aussi de création. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le processus créatif typique d'une campagne, d'un événement lié à la danse ? Alors, il n'y a pas de processus de création typique parce que c'est un univers, l'univers création, marketing, communication, qui est beaucoup en évolution. Et donc avant, il y avait en agence de pub vraiment ce côté brief client, l'équipe créative, les commerciaux, puis l'équipe créative qui interprète ce brief client et qui le traduisent avec un script, avec une idée, et ensuite qui brief peut-être des danseurs, qui les castent, qui font appel à une boîte de production qui va ensuite caster des danseurs, par exemple. Et donc ça, c'est un processus de création, mais aujourd'hui, parfois, le danseur reçoit directement le brief de la marque et doit l'interpréter, doit créer autour de ça. Parfois, pour l'agence événementielle, c'est la marque qui vient à l'agence événementielle qui pense à un projet, qui se dit « Ah, j'aimerais bien mettre de la danse, du voguing ». Et puis ça s'arrête là, et donc après, comment aller creuser, demander, du coup, le voguing, c'est un univers, mais à l'intérieur... Oui, c'est une communauté, il y a des valeurs, ils défendent aussi des choses. Exactement, donc il y a tout ça à expliquer, à approfondir avec la marque avant de proposer réellement un profil ou des profils de danseurs. Donc vraiment, ce processus de création, il est très fluctuant, mais mon rôle, c'est de trouver à quel endroit m'immiscer là-dedans pour éviter que des danseurs se retrouvent le jour J sur un plateau de tournage ou sur un projet où ils ne sont pas en adéquation avec ce qu'on leur propose, où ils découvrent tout le jour J, où on m'a déjà dit, par exemple, c'est des choses très techniques, pas techniques, mais très logistiques, un danseur qui arrive à 8h et en fait qui danse à 17h. Ça, voilà. c'est... Mon rôle, c'est d'éviter que ça arrive. Ça, c'est terrible. Non, mais la vérité, c'est terrible. Et encore en 2024, il y a des personnes qui font ça. Et t'as envie de dire, mais ça crève en fait un danseur, ça le fatigue. Le but, c'est qu'il soit performant au moment de sa prestation et de le faire venir 10 heures avant. Alors oui, pour le coup, il sera bien à l'heure pour sa prestation, mais encore une fois, on parlait tout à l'heure de valeur. Si tu choisis quelqu'un, c'est qu'il est aussi capable d'être à l'heure pour sa prestation, donc il n'y a pas besoin de le faire venir 10 heures avant. Voilà, petit message que je souhaite aussi faire passer, parce qu'en fait, on est aussi des entrepreneurs, des freelances, et qu'on peut avoir le droit, et on a aussi parfois plusieurs opportunités dans une journée, que parfois on peut aussi avoir un shooting le matin, un événement le soir, et que de nous bloquer pendant 10 heures pour simplement faire une presta de 2 heures le soir, ça nous enlève aussi des opportunités, quoi.
C'est vrai. Et pour moi, ça se paye. Si on demande à un danseur de venir une journée entière, Aussi. alors qu'il va performer qu'une heure, on est censé le payer une journée complète. Sinon, on le libère la demi-journée où il n'est pas censé, il n'est pas censé performer, pas censé montrer son art. Ce serait quoi, pour toi, un tarif un peu d'une journée prestation C'est marrant parce que la question du tarif à la journée, c'est un débat, c'est une question que je pose souvent aux danseurs. Je ne viens jamais avec un prix prédéfini. C'est-à-dire que je demande toujours aux danseurs combien tu veux. Et combien tu vaux. Combien tu veux et combien tu vaux, exactement. Et je trouve qu'on ne connaît pas assez bien sa valeur. Exactement. C'est le gros dilemme que j'ai avec les danseurs quand je les questionne là-dessus. Parce que, comme tu dis, ça renvoie à la question qu'est-ce que tu vaux ? Et connaître sa valeur pour un danseur, sa valeur artistique, ça va, mais sa valeur financière, c'est très compliqué. Pour la même journée, on va dire, j'ai un danseur qui peut me dire, moi, c'est 150 €. Et j'ai un danseur qui peut me dire, moi, pour 5 minutes, c'est 5 000 €. Et c'est... Les deux sont danseurs. Et les deux sont danseurs. Et les ça deux fait, sont danseurs, et les ça deux ont fait du débat. talent. Et ça fait débat. Parce que certains diront, mais comment c'est possible de prendre une telle somme en 5 minutes ? Et parce que je pense qu'on est trop conditionné à... moi, j'entends encore parfois me dire... oui, regarde, c'est hyper bien payé. C'est quoi le tarif ? C'est 150. Non, 150, c'est pas hyper bien payé. 150, c'est le minimum, je pense. Mais hyper bien payé, oui, ce serait peut-être 5 000 € pour 5 minutes. Mais encore une fois, je pense que si la personne demande ces 5 000 € pour ces 5 minutes, ou à la journée, ou peu importe, c'est qu'elle connaît sa valeur. Exactement. Et c'est qu'elle sait que derrière, elle est demandée, elle a travaillé. Enfin, je pense que c'est toute une stratégie à connaître pour se connaître soi, quoi. Exactement, parce que pour moi, donner son prix, ça montre l'estime qu'on a de son art. Et donc, quelqu'un qui va donner pour sa performance de 5 minutes 5 000 € ou 10 000 €, c'est qu'il a une grande estime pour son art. Après, si quelqu'un me dit ça, moi, je suis pas là pour dire « non, tu ne vaux pas ça ». C'est pas à moi de lui dire ça. C'est le marché qui va lui dire. C'est-à-dire que s'il me dit c'est 10 000 € ou 5 000 € et que je reviens en lui disant c'est pas possible, c'est un signe pour lui que soit je lui ai pas amené le bon client, soit le client tout simplement n'avait pas l'argent, soit il s'est surestimé. Donc après, c'est à lui de voir s'il veut baisser son prix ou pas. Mais c'est pas à moi d'arriver en lui disant tu vaux 150 €. Non, c'est à toi de me dire combien tu vaux et après le marché décidera, les interlocuteurs décideront. Donc je pense que la meilleure manière aussi c'est de poser son prix et après de voir comment ça se passe et de descendre en se disant bon, là j'ai pas de demande, là j'ai un peu de demande, à 100 € j'ai beaucoup de demandes. Mais est-ce que à 100 € beaucoup de demandes, est-ce que c'est ce que je vaux ? Est-ce que c'est ce que tu vaux ? Est-ce que tu vas pas t'épuiser trop à aller sur des projets comme ça ? Récemment, il y a un b-boy qui est quand même top 10, top 5 France, qui m'a dit qu'il a reçu une offre de TF1 pour une série et on lui proposait 150 € la journée de tournage, alors qu'il a des dialogues. Et il m'a dit session de droit compris. Et il m'a demandé mon avis. Je lui ai dit n'y va pas, c'est pas possible. Donc tu lui fais un mail, tu lui demandes de mettre ça par écrit et puis on va négocier. Ouais. Et bizarrement, dès qu'on a demandé à négocier, à mettre ça par écrit, la demande est repartie dans la nature. Il a disparu. Non, finalement, ce n'est plus possible. Voilà, donc il y a un manque parfois de considération pour le travail des danseurs. Et je pense que ça a un peu matrixé les danseurs sur s'il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant c'est 150 € la journée, peut-être que ça veut dire que nous les danseurs on vaut 150 € la journée. Non, pour moi non, les danseurs valent plus, mais à eux de savoir combien ils valent. Et ça c'est le nerf de la guerre, c'est compliqué. Et pour savoir combien on vaut et surtout ne pas avoir peur de la concurrence, il faut affirmer son identité artistique pour ne plus être remplaçable. C'est-à-dire que je vais citer quelqu'un, Stéphane DSL S, le S, il y a très peu de gens sur Terre qui sont capables de faire ce que fait Stéphane en hip-hop, en contorsion, en bone breaking. Très peu de personnes. Donc, quand tu vois Stéphane et qu'il te dit c'est temps, tu dis soit je dis oui, soit je vais sur autre chose. Soit je pars sur une autre idée. Ouais. Alors que si l'identité artistique n'est pas affirmée et que ça reste juste un style de danse, un danseur hip-hop peut être remplacé par un autre danseur hip-hop. Comme les danseurs commerciaux, etc. Mais je reviens quand même sur on a comparé un peu 100 € à 5 000 €. Attention, il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est-à-dire que
Chacun est tout à fait a le droit en fait d'accepter 100 euros comme 150, comme 1000 ou quoi que ce soit, parce qu'on ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas voilà, la vie financière, la vie perso des gens, et c'est complètement OK. Et c'est surtout se rappeler que parfois tu peux être payé 5000 euros et le lendemain être payé 100 euros, parce que c'est notre vie, elle n'est jamais linéaire, et que c'est OK aussi. Et puis ça peut être une stratégie aussi, c'est-à-dire que quand tu veux te faire connaître, je connais des danseurs qui ont fait ça, c'est qui ont participé même bénévolement, gratuitement à plein de projets. Moi, la première. Voilà, mais ça c'est oui. OK parce que c'est une manière de montrer qui tu es, de t'offrir une exposition. Après, il faut être OK avec le principe. Et ça peut être une stratégie à court terme ou à moyen terme en se disant, comme ça, j'emmagasine un maximum d'expérience, je me retrouve à bosser sur des clips intéressants avec des artistes intéressants. Et comme ça, après, ça fait partie de ma carte de visite en disant, j'ai fait un projet avec... je vais dire n'importe quoi, sur un clip de Niska, j'ai fait un projet avec telle marque, j'ai fait avec telle compagnie, bah, au moins c'est ta carte de visite pour après te vendre. Mais ce qui après parfois est compliqué, c'est d'augmenter les prix. C'est plus dur quand les gens t'ont connu et ont demandé tes services à 150 euros. Oui. Ensuite de revenir, quand ils reviennent te voir, de dire non, maintenant moi c'est 2000. Ouais. La pilule est plus dure à faire passer, mais c'est une stratégie, il faut être capable de l'assumer, puis après... Ouais, après, moi, il y a des trucs sur lesquels je suis pas tout à fait d'accord, c'est que, tu vois, je te disais, moi, la première, j'ai déjà accepté des jobs où on n'était pas payé, mais c'était plus pour des potes qui se lançaient et qui lançaient leur compagnie. Maintenant, demain, j'ai la production d'un chanteur hyper connu qui vient me voir et qui me dit, bah là, il y a 8 heures de tournage et c'est gratos. Je me dirais, bah non, parce que t'es quand même une grosse prod, l'artiste, il a quand même de l'argent, et que s'il veut des danseurs ou des artistes ou des performeurs, peu importe le nom qu'on y met dessus, ben, il faut les rémunérer. Parce que c'est aussi prendre en considération le travail que l'artiste va fournir au chanteur, à un autre artiste. Donc là-dessus, c'est pareil, c'est un peu controversé, tu vois. Et encore une fois, aucun jugement sur ce que les gens accepteront de faire, mais il faut savoir que derrière, il y a des conséquences qui sont que quand on accepte 1 fois, 2 fois, 3 fois d'accepter des jobs non payés, non rémunérés, ça fait aussi baisser le marché, et finalement, on se retrouve avec des propositions à la clé où c'est pas de rémunération, mais ambiance garantie et catering offert. Et voilà, quoi. Non, le combat du prix est très compliqué. Parce que ça peut faire partie d'une stratégie à court terme pour se faire connaître. Après, des marques ou des agences ou des clients, des prods peuvent s'engouffrer là-dedans en se disant, bah ok, je prends que les gens gratos du moment et puis je m'en sors comme ça. Donc c'est compliqué, mais la meilleure manière de s'en sortir, la meilleure manière d'échapper à la concurrence, je le répète, c'est d'être unique. Voilà. Et être unique, c'est être unique par sa danse, c'est être unique par son style peut-être vestimentaire, c'est être unique par les musiques peut-être sur lesquelles on danse. Ça peut être unique par ses mouvements aussi, bien sûr. Et c'est ce qui permet du coup, toi, d'aider les marques à se valoriser, à se mettre en avant grâce à l'unicité, à l'authenticité, à l'identité d'un danseur. Exactement. J'ai envie de proposer des gens uniques à des marques pour qu'elles-mêmes se sentent uniques. Et quelles sont les réalisations dont tu es le plus fier ? Quand j'étais chez Redis Dancing, une des réalisations dont j'étais le plus fier, je pense que ça a été la première grande vidéo avec la compagnie de danse Elvin Ailey. On était rue Montorgueil, ça date donc 2017-2018. Et c'était une fusion entre des danseurs de la compagnie américaine et des danseurs français. Et des danseurs avec lesquels j'avais eu l'occasion de travailler, j'ai pu les placer sur ce projet-là. Après, on a filmé, on a géré toute la prod. Mais vraiment une fierté d'avoir offert à ce moment-là à Rimkat, Karim Nar, qui est un b-boy, qui maintenant s'ouvre au stand-up aussi, donc très content de voir son évolution. Et Tony NoScript, un crumper, de leur avoir offert cette opportunité. C'est une vidéo qui a fait 1 million de vues, qui a gagné quelques prix, et qui, voilà, c'était un beau projet, parce que c'était un de mes premiers avec Redis Dancing, et que ça a été... un succès, et que ça a lancé ensuite 20 vidéos avec la même compagnie de danse Elvin Ailey à travers le monde.
Et donc ça, j'en suis très fier. Après, quand je suis allé à Porto Rico pour une galerie d'art de San Francisco, après l'ouragan Maria, c'était pour montrer que malgré tout ce qui s'était passé, les Portoricains avaient encore cette joie de vivre et cette joie de danser. Et donc on les a fait danser en face de leur maison détruite, pour montrer que même si leur maison était détruite, ils avaient encore cette foi en la vie et en la danse. Et donc ça aussi, c'était un beau projet d'aller là-bas après tout ce qui s'était passé après l'ouragan Maria. Donc c'était très intense. Ouais, c'est très intense. Je pense même humainement, émotionnellement, c'est fou parce qu'on peut vraiment faire passer énormément de messages à travers la danse. Mais on y reviendra peut-être après. Tout à l'heure, tu parlais des succès, je rebondis là-dessus. Comment tu mesures le succès d'une campagne, d'un clip, d'un événement ? Les datas, donc les statistiques, sont le nerf de la guerre en ce moment côté marque, quand il y a des projets vidéo, par exemple. Donc, c'est-à-dire quel va être le nombre de vues, la rétention, le dwell time. Donc, c'est le temps que tu vas passer sur une vidéo. Une vidéo dure 1 minute. Est-ce qu'une vidéo dont 95% des gens n'ont regardé que 10 secondes est un succès? Pas sûr. Mais une vidéo, peut-être que moins de gens ont vu, mais qui a été vue jusqu'à la 55e seconde en moyenne, est un succès pour la marque, parce que c'est peut-être le moment où elle a pu placer son logo, elle a pu, même si maintenant on met les logos au début pour être sûr que les gens les ont vus. Mais voilà, c'est des statistiques comme ça, nombre de vues, rétention, like, partage, qui assurent le succès. Mais maintenant que je suis aussi beaucoup plus concentré sur l'événementiel, je sais que le succès se mesure à finalement ce qui se passe dans la pièce au moment où ça se produit. Donc les étoiles que je vois dans les yeux des gens, du public, mais aussi les retours à chaud des gens. Et je sais que par exemple à un événement pour les Galeries Lafayette, avec l'agence événementielle Double 2, dans le public, il y avait une performance voguing, et dans le public, il y a quelqu'un qui est venu nous voir à la fin de la performance et qui nous a dit « Mais là, les gens qui applaudissent, ils sont 1500, mais ils ne se rendent pas compte de ce que ça représente pour la communauté LGBT, d'avoir du voguing comme ça, exposé devant 1500 salariés, que pour des gens qui parfois sont obligés de se cacher, qui subissent du harcèlement, ouais. des moqueries, qui ont du mal, qui ne sont pas forcément acceptés tout le temps dans la société, qu'aujourd'hui, d'avoir des gens sur scène devant 1500 personnes, c'est une victoire incroyable, et que pour elle, c'était une émotion incroyable. Et donc, d'avoir ces retours à chaud, pour moi, ça, c'est du succès. Ça, c'est du succès. C'est-à-dire que ça prouve que la marque et la société sont prêtes à faire un pas, parfois vers les messages portés par les danseurs, vers les messages que nous, on a envie de véhiculer, le combat qu'on a envie de mener. Et nous, on le passe par l'art. Et si ça passe par l'art, tant mieux, on apporte notre pierre à l'édifice. Ouais, puis surtout pour faire parler de choses un peu plus sensibles et tabous aussi. La danse, on fait ce métier-là, enfin, on fait ce métier pour ça aussi. Exactement. Et je pense que les marques ont aussi leur rôle à jouer là-dedans. Si des marques internationales soutiennent des projets et des messages forts, c'est plus facile ensuite de les diffuser au plus grand nombre et au grand public. Tout à fait. On parle de diffusion, on a parlé un peu de technologie avec les algorithmes, et je voulais savoir si tu utilisais, toi, de la technologie et des nouvelles tendances pour innover un peu, que ce soit pendant des événements, en campagne, peu importe. Je suis en train de travailler avec des entreprises qui font du mapping, donc de la projection sur des surfaces, avec peut-être des réactions à la musique, et d'essayer de proposer des nouvelles performances événementielles, des nouvelles performances live, pour pousser la danse encore dans des nouveaux univers. C'est des choses qui ont déjà commencé à être travaillées, mais il y a besoin de les approfondir. Donc là, je suis en train de travailler sur la technologie de ce point de vue-là. Et après, la technologie, moi, je l'utilise pour la commercialisation, c'est-à-dire comment utiliser l'IA dans la manière de mettre en avant les danseurs, l'activité, mon activité. Voilà, comment utiliser la technologie, et puis peut-être aussi des basiques, tout simplement. Je sais que parfois, on a envie de partir sur des grands basiques, des grandes avancées technologiques, se dire que l'IA va tout résoudre, mais je pense qu'il y a des bases qui sont les talents oratoires et les talents rédactionnels. Je pense qu'aujourd'hui, savoir écrire
et savoir parler est un médium, est une technologie au final plus puissante que juste l'outil IA tout seul ou la reconnaissance faciale ou je ne sais pas quelle autre technologie. Donc si j'ai un petit conseil à donner justement, c'est développer vos compétences orales et vos compétences rédactionnelles. C'est la meilleure manière de maîtriser ce que les gens vont dire de vous quand vous n'êtes pas là. Voilà, c'est ça justement. C'est des grands mots en ce moment, mais le personal branding, c'est aussi, ça marche pour les danseurs, ça marche pour les artistes. C'est quelle est l'image que vous véhiculez quand vous n'êtes pas dans la pièce? Quel est le discours que les gens vont tenir sur vous? Et moi, si aujourd'hui j'ai décidé aussi de prendre plus la parole sur les réseaux sociaux, sur notamment le réseau social LinkedIn auprès de professionnels, c'est pour pouvoir maîtriser l'image et le discours qui est tenu quand je ne suis pas là. Et donc c'est le fait d'écrire qui me le permet, plutôt que de laisser aux autres le soin de décider pour moi ce qu'ils pensent de ce que fait Yoann Ancel. Je pense que c'est important aussi de le faire pour essayer de casser un peu certains clichés, parce que les danseurs, on est souvent perçus un peu comme des gens un peu bébêtes, enfin je prends des clichés, mais qui n'ont aucun physique ou qui savent compter que jusqu'à 8, alors qu'en fait, non, on a des capacités de fou. On sait justement compter la musique, et pour certaines personnes, c'est hyper difficile. On est capable d'être en rythme, on est capable d'entendre des sous-textes, des musicalités que certaines personnes n'entendraient pas. On est capable de gérer notre corps. Et au-delà de toute l'apparence physique, c'est pour moi, on a un mental d'acier aussi, et c'est important de dire qu'on n'est pas que des physiques. Exactement, et justement, ça se paye. Il y a quelque chose de très, très important. C'est un économiste entrepreneur américain qui s'appelle Naval Ravikant qui dit que il faut que si tu fais quelque chose qui pour toi est un plaisir ou une facilité, et pour les autres qui est un effort, qui est quasiment impossible, justement, là, tu as une zone de génie, une compétence spécifique que tu peux monétiser, donc qu'on peut t'acheter. Donc le fait d'être danseur, d'arriver sur la musique, à transmettre des émotions, passer des messages, comprendre les subtilités d'une musique, ça c'est quelque chose qui a de la valeur, et c'est une compétence spécifique qu'il faut savoir mettre en avant, qu'il faut savoir valoriser. Clairement. Et je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait d'intelligence artificielle, on parlait de nouvelles technologies. Les choses vont très très vite. On évolue très vite, autant en tant qu'humain, en tant qu'artiste, même au niveau des technologies. Et comment est-ce que toi, tu prévois de rester à l'avant-garde des tendances et de continuer à offrir des services de pointe à tes clients? Je vais rester curieux, donc regarder ce qui se fait, m'inspirer, mais je veux pas non plus me laisser happer par l'observation, c'est-à-dire regarder ce qui se passe et se mettre la pression en se disant ah là là, mais ça avance vite et moi qu'est-ce que je fais? Faire va plus vite que regarder. Donc l'idée c'est de se mettre en action en lançant ce que je lance, en prenant la parole, en menant des projets, en allant chercher des clients. Tout ça va venir. Je vais me commencer en allant chercher des clients, je vais me rendre compte que les besoins sont en train de changer, que j'ai besoin d'un peu plus de technologie, que j'ai besoin de rafraîchir ma base de données, que j'ai besoin de rafraîchir la direction artistique. C'est en étant dans l'action que je vais apprendre beaucoup plus vite que juste en observant. Donc vraiment, je pense que c'est comme ça que je vais essayer de rester dans la tendance ou de garder le rythme. Et je pense que c'est ça. Et puis je vais discuter. Je vais discuter avec les acteurs du milieu. Je vais discuter avec les marques. Voilà, ça va me permettre d'être dans les échanges qui font avancer les choses. C'est ce que je vais faire. Et puis la chose importante aussi, c'est que je vais m'épauler. J'espère. Donc je vais aller chercher des gens qui savent mieux que moi. Ça, je suis à 100% d'accord avec toi. C'est hyper important d'être bien entouré et de s'entourer de personnes qui ont de l'expérience justement dans un certain domaine pour t'aider toi aussi à grandir et justement à éviter peut-être de faire certaines erreurs, parce que quand on débute et qu'on lance quelque chose, un projet, peu importe, une société, j'en sais rien, on se plante forcément et c'est normal. Mais je pense que pour éviter et pour ajuster tout ça et pour être le plus efficient possible, il faut justement avoir une bonne équipe autour de soi, bien s'entourer et foncer, tout simplement. Faut pas hésiter, je pense surtout à s'entourer de gens plus forts que soi dans un domaine spécifique. C'est ce que je conseille à
à tout le monde et ce que je conseille aux danseurs, n'allez pas essayer de tout faire. Entourez-vous de gens forts, mais vous restez concentré sur ce que vous avez envie de faire, votre zone de génie, votre super pouvoir. Si c'est danser, dansez à fond et les gens talentueux viendront à vous et prenez-les, embarquez-les avec vous. Tout à l'heure, tu parlais d'observation, d'inspiration. Je pense que l'inspiration vient de l'observation. Et pour toi, est-ce que t'as d'autres sources d'inspiration en dehors de la danse ? Alors, comme je suis à mi-chemin entre finalement le business et la danse, j'essaye de placer la danse auprès de marques et les danseurs auprès de marques. Je lis beaucoup de livres sur l'économie et sur l'entrepreneuriat. Naval Ravikant est un entrepreneur que j'aime beaucoup lire. Ça m'inspire parce que ça m'aide à mieux gérer mon business. Et le jeu, c'est de rester un jour de plus dans l'entrepreneuriat. Donc, ce que je vais faire, c'est si je reste un jour de plus dans l'entrepreneuriat, j'aide d'autres danseurs. Et donc, si j'aide d'autres danseurs, je fais avancer le milieu de la danse à ma façon, avec ma contribution. Donc vraiment, l'entrepreneuriat, lire des livres sur l'entrepreneuriat, Justin Welch aussi, ça me parle beaucoup. Alex Hormozy, c'est des gens qui m'apprennent à... Si je m'en sors, et si je m'en sors d'un point de vue business, comme je dis, j'aiderai les danseurs. Et donc, je me regarderai dans le miroir en me disant que j'ai apporté quelque chose. C'est beau. Et qu'est-ce que ça représente la danse pour toi et quel est son rôle dans la société actuelle ? Tout à l'heure, on parlait justement un peu d'essayer de détabouiser, dédramatiser certaines choses avec la danse. C'est quoi ta vision, toi ? La danse, déjà, c'est quelque chose qui me passionne, que j'aime, mais que je maîtrise pas assez bien. Et donc, au lieu d'en faire une frustration à vie de « Ah, je suis pas assez bon danseur », je me suis dit comment je peux aider ? Et donc... c'est par l'accompagnement que je propose aux danseurs et que je propose aux marques que justement j'ai trouvé ma manière de contribuer à la danse parce que pour moi les danseurs parfois disent la salle du temps pour parler de l'endroit où ils s'entraînent, mais moi c'est aussi une salle du temps, c'est-à-dire que je me retrouvais dans des battles ou dans des salles de training et je regardais les danseurs et là il y avait une bulle et il se passait 8 heures et j'avais pas vu le temps passer et j'étais en train juste d'apprécier. Et pour moi, c'est cette évasion que propose la danse, c'est vraiment précieux parce qu'aujourd'hui, on a besoin de se déconnecter un peu de nos écrans, on a besoin de se reconnecter les uns aux autres et que la danse permet de revivre vraiment l'instant humain. Et c'est encore ce rapport à la sociologie, c'est les gens, l'échange entre les gens. Et je trouve que la danse correspond à ça et qu'elle a encore sa place aujourd'hui, surtout qu'on a tendance à moins se voir, moins se rencontrer. Et donc la danse le permet. Et c'est ça que je trouve fort et que je trouve que la danse peut apporter à la société, à la communication, parce qu'elle permet de connecter, de montrer que les gens sont encore en lien ensemble. Voilà, c'est de la poésie qui peut faire vendre, qui peut émouvoir. Voilà, et le marketing, c'est transmettre des émotions dans un but mercantile, dans un but de marque, mais de base, il faut quand même créer une émotion et je pense que la danse, il n'y a quand même rien de tel pour créer des émotions. Bien sûr, parce qu'au-delà des marques, quand on est sur scène, c'est ce qu'on véhicule en premier lieu. Ouais. Eh bien écoute, l'épisode touche bientôt à sa fin, Johan. Quel conseil donnerais-tu aux danseurs qui souhaitent se créer une identité artistique attractive pour les marques ? Voilà, quel est le message, toi, que tu aimerais véhiculer ? Ne vous mettez pas la pression. Si vous êtes danseur, dansez. Si vous êtes danseur chorégraphe, chorégraphiez. Mais restez sur votre zone de génie et les opportunités viendront. Les contacts viendront, le caméraman viendra, le chef opérateur viendra, le styliste viendra aussi. Donc, concentrez-vous là-dessus, montrez votre art. Si c'est vraiment ça que vous adorez, danser, postez une vidéo tous les 2 jours de vous en train de danser, ça suffit. Ça suffit de le faire dans votre chambre, tranquille.
Si c'est ça votre pouvoir, montrez-le au monde, montrez-le aux gens. Et on le verra et on s'en fout que vous soyez en jogging et pas forcément les cheveux bien tirés ou bien coiffés. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de montrer votre art. Et donc, c'est ça le conseil que je donnerais. Et ça, en dansant, ça va vous permettre de trouver votre identité artistique. Et ensuite, quand vous l'aurez trouvée, au fur et à mesure de tout ça, il faudra évidemment la commercialiser. Et la commercialiser, je sais que c'est compliqué. Il faut d'abord la trouver avant d'essayer de faire quoi que ce soit. Donc, trouvez-la et au fil de la route, les opportunités vont se créer pour la commercialiser. Oui, ce sera peut-être votre Insta. Et c'est pas grave s'il a 1400 followers. On s'en fout. Ou 800 ou 350. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment votre identité. Et après, pour le commercialiser, il y aura des gens comme moi, peut-être. Je vous aurai vu, on vous aura vu et on se dira ok, la prochaine fois que j'ai un projet là avec Louis Vuitton, je mets ce danseur-là. Quand je parle à des marques, 9 fois sur 10 en ce moment, on ne me demande pas combien de followers a le danseur. On s'en fout. J'arrive et je leur propose une identité artistique, un profil, une esthétique, et après, ça suffit pour les transporter. On ne me demande pas pour une soirée événementielle devant 1500 ou 2000 personnes, on ne me demande pas elle a gagné quoi, il a gagné quoi comme battle, il a combien de followers sur les réseaux, son dernier post, son dernier réel a fait combien de vues. C'est pas ça qu'on me demande. On me demande juste montrez-moi quelqu'un. Montrez-moi quelqu'un. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est soyez vous-même, vous éviterez la compétition. Il n'y a personne meilleur que vous à être vous-même. C'est pas possible. Et moi, je rajouterais qu'il y a de la lumière pour tout le monde. Exactement. Et je dis ça parfois aux marques, je dis à chaque marque, il y a un danseur parfait. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas destiné à faire Nike, mais vous êtes peut-être destiné à faire une autre marque prestigieuse qui n'attend que ça, de voir qui vous êtes, de voir vos combats, de voir votre passif, de voir vos luttes intérieures. Et j'ai envie de faire une belle dédicace finalement à des danseurs qui n'hésitent pas à montrer qui ils sont ou qui elles sont. Je pense à Hibiscus, Johan Ebi qui montre qui il est. Je pense à Mariana Benengue qui montre qui elle est. Stencia qui montre aussi qui elle est, sans filtre. Vraiment sans filtre, et c'est ça qui plaît aussi, c'est une personnalité, quelqu'un qui a des propos et des combats et des envies qui parfois dépassent la danse, mais qui font que cette personne devient unique. Et il n'y a pas deux Stencia, il n'y a pas deux Mariana, voilà, et il n'y a pas deux Stéphane DSL, par exemple. Oser être soi-même, parce que c'est ce qui me... au-delà de ce qui marche, c'est juste on est soi, et je pense que quand on est sans filtre et quand on ne ment pas, on attire à soi aussi des gens qui sont comme nous, authentiques, et qui nous amèneront certainement le plus loin possible. Exactement. Voilà, je pense que on en aura fini pour cet épisode. Merci à toi, Johan, pour ton temps, pour tes paroles. Et voilà, je suis certaine que ça aidera beaucoup de danseurs, et peut-être même pas que des danseurs. Peut-être qu'il y a certaines de tes paroles qui résonneront pour d'autres personnes qui sont hors de la danse et qui les motiveront, les inspireront. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. J'espère, et n'hésitez pas à me contacter, Johan Ancel. Voilà, avec plaisir. Je sais ce que je dois aux danseurs, donc je suis prêt à rendre. Je mettrai tout ça dans la bio pour que vous alliez dénicher aussi Johan sur LinkedIn, sur Instagram, dans la boîte mail, voilà. Merci Maïwen, c'était un vrai plaisir. Merci à toi, Johan. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Toi aussi pour la suite. Je sais que tu nous réserves des belles surprises. C'est gentil. Je me le souhaite. On verra bien ce que la vie aura à me proposer. Elle a toujours des belles choses à proposer. Merci à toi, Johan. Merci, Maïwen. Ciao, ciao. Ciao.